Bonsoir à tous et bienvenue dans la Totale Dimanche. Et voici le sommaire. L'éducation pour transformer ne va pas de pair avec la violence. Plusieurs armes blanches ont été saisies dans des chambres d'étudiants et confraternellement abordent la question la violence de plus en plus fréquente à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. L'éducation à cette non-violence, nous en reparlons dans Bouillon Culture. Est-ce que l'école à elle seule peut garantir cette sensibilisation? Des parents ont aussi un rôle primordial à jouer dans cette culture de la paix qui doit être inculquée aux enfants. C'est sans doute l'une des denrées les plus consommées au Sénégal. Il s'agit du lait, liquide, poudre ou caillé. Les importations sont encore énormes, 60 milliards de francs CFA par an, et les producteurs sénégalais invitent l'État à réorganiser le secteur. Une meilleure production locale pour satisfaire une demande locale, nous le verrons dans Coin Éco. Ailleurs à Kaolack, la campagne de sensibilisation de vaccination se déroule bien à l'instar des autres régions du Sénégal. Un peu plus de 6 000 doses destinées aux cibles prioritaires. Les autorités locales portent la sensibilisation pour une adhésion massive des populations. Et en fin de magazine, Nancy Diouf sera là pour nous prodiguer de bons conseils afin de bien démarrer la nouvelle semaine qui s'annonce. Bonsoir à tous et bienvenue dans la Totale Dimanche. C'était dimanche dernier lorsque les services en charge de la sécurité à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar ont découvert des armes blanches dans des chambres d'étudiants, des sabres, des gourdins, des machettes ou encore, des sabres. Un nouvel épisode dans la longue saga de violence au sein du campus. Des observateurs estiment que ce phénomène n'est que le reflet d'une société tourmentée par plusieurs formes de violence. Et dans ce dossier, Confra Abdourahmani a interrogé le professeur Magaye Kassé. C'est lui l'ancien directeur des pédagogies de la réforme universitaire et des scolarités. Et le journaliste Patemboch des images de Cherkaye. C'est l'histoire qui se répète, en croire nos interlocuteurs. Mais plus d'inquiétude que de dégâts laisse-t-il entendre. Découverte d'armes blanches à l'UCAD à la suite d'une perquisition des agents de la sécurité de l'établissement universitaire, le reflet de la société sénégalaise dans ce temple du savoir, selon ce journaliste. Il faut que les tensions qui se retrouvent dans la société se retrouvent aussi au niveau des familles, parce que c'est à partir des familles que les tensions se préparent, mais c'est aussi à partir d'une famille plus élargie que les tensions se manifestent. Mais c'est ce qui est arrivé au niveau de l'université. Ce qui s'est fait à l'université, c'est vérifié le 8 devant chez Sonko, par exemple. Ce qui s'est fait à l'université, c'est vérifié à partir du 14. Ce qui s'est fait à l'université, c'est vérifié ce lundi-ci, avec les arrestations. Nul ne peut écarter l'université de sa réalité sociale, précise Patemboch. La réalité sociale sénégalaise, c'est aussi l'espace politique émaillé de violence. Nous sommes vers la fin des années 90. Alors, directeur des pédagogies de la réforme universitaire et des scolarités, le professeur Magaye Kassé se souvient d'une élection des présidents d'amicales qui a viré au vinaigre. Ça a donné lieu à beaucoup d'affrontements physiques avec les étudiants. Une fois, j'ai été très surpris, j'étais sur le balcon de mon département, de voir des étudiants entrer dans le campus pédagogique avec des gourdins, des machettes, traînant certains d'entre eux, les mains attachées au dos et les poussant vers le campus social. Les enseignants étaient très choqués par cette forme de violence qui était à l'université. Des affrontements entre étudiants, mais aussi entre étudiants et forces de l'ordre, qui débouchent parfois sur des drames. Balla Gaye, Bassirou Faye ou encore Mamadou Diop, des martyrs pour des étudiants qui commémorent leur mort chaque année, pour éviter de continuer à les compter et éradiquer définitivement la violence des temples du savoir. Professeur Magaye Kassé invite les étudiants à prendre conscience du statut de l'étudiant. C'est un statut enviable en principe, puisqu'on passe d'une phase de son évolution physique, mentale, spirituelle, intellectuelle et autres, à une phase supérieure. Je dis souvent, nous avons la charge de former des citoyens de demain,
Donc ces citoyens de demain doivent être dans des conditions telles que demain, munis de leur diplôme, de leur connaissance, ils puissent être des citoyens à part entière, conscients de leurs responsabilités, de leurs devoirs, mais se battant également pour le droit. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'il faudrait réapprendre pour que la violence soit éradiquée une bonne fois pour toutes dans les espaces où c'est la tranquillité d'esprit qui doit prévaloir. Nos interlocuteurs invitent l'administration du Code à plus de vigilance et surtout d'anticipation, de sorte que la violence ne s'installe pas à l'UCAD, a fortiori avec des armes. Merci beaucoup Abdourahmane qui a signé ce reportage. Et notre invité dans Confraternellement ce soir, Mohamed Rassoul Gueye, bonsoir. Bonsoir Anishka. Alors vous êtes journaliste à CNews, vous avez sans doute suivi cette affaire, cette saisie qui a été opérée la semaine dernière, c'était dimanche à l'UCAD dans des chambres d'étudiants. Il s'agit d'armes blanches, vous avez été étudiant à l'UCAD si je ne me trompe. Alors quel a été votre premier sentiment lorsque vous avez vu cette saisie exceptionnelle quand même? Bon, merci Anouchka, merci aussi pour l'invitation. Bon, très franchement, j'ai mis un peu de réserve par rapport à cette saisie qui a été effectuée dans des chambres selon l'agent du coup de l'UCAD. En charge de la sécurité. En charge de la sécurité. Parce que je pense que quand on saisit des armes dans des chambres à l'UCAD, ce n'est pas une mince affaire et ce n'est pas une mince information qu'on doit donner à travers une vidéo amateur. Et le COUD qui a ordonné cette saisie à une personne morale qui est plus habilitée à parler de ça. Et je pense qu'on a tous vu comment... Mais le directeur général adjoint du COUD, justement, en a parlé après la saisie, Khalifa Diagne. Bon, Khalifa Diagne en a parlé, oui, et j'ai suivi ça. En tout cas, une enquête a été ouverte et on attend aussi ce qui en sera et les rebondissements, ce qu'on nous dira de cette enquête. Et des sanctions ont également été annoncées contre les étudiants, on va mettre les guillemets pour le moment, les étudiants propriétaires de ces armes blanches-là. Est-ce que, selon vous, il s'agit de la meilleure solution ? Si l'on se fie au ministre de l'Enseignement supérieur qui dit que ces étudiants risquent d'être exclus de l'UCAD et même radiés des autres universités du Sénégal. Bon, si vraiment des étudiants ont été indexés et à qui ces armes appartenaient, je pense qu'il devait avoir des sanctions à la hauteur des faits. Et parce que l'université a été de tout le temps un foyer de tension et de violence, et depuis tout le temps. Et je pense qu'on peut interroger l'histoire, même si on n'était pas encore né, de 1968, en passant par les événements qui ont emporté Balla Gaye, Bassirou Gaye, et récemment celui de Fallou Sène. Et je pense que aucune sanction n'a été prise. Et je pense que c'est le moment de le faire. Et pour quelqu'un qui a pratiqué l'université Cheikh Anta Diop, il ne nierait pas ça. Qu'il y a des violences. Récemment, un étudiant a été sabré, a été envoyé dans le coma à coups de sabre pour des histoires de codification de chambre. Et aussi, il y a un mois, j'avais reçu une autre information qu'un agent du COUD et une femme a été poignardée pour une histoire de queue au restaurant argentin. Et malheureusement, aucune sanction n'a été prise. Et cette histoire de saisie dans les chambres, c'est une occasion, c'est-à-dire de montrer l'exemple que l'université n'est pas un foyer de violence et ne doit pas l'être. Et ces étudiants doivent être sanctionnés si jamais cette histoire est vraie. Et dans cette histoire, est-ce qu'on peut indexer une certaine responsabilité du COUD, justement, le Centre des œuvres universitaires de Dakar? Bon, une responsabilité du COUD, moi j'indexerais plutôt l'État du Sénégal. Le ministère de l'Enseignement supérieur et même le ministre de l'Intérieur. Parce que je pense que l'université doit avoir un poste de police qui a une responsabilité sur les étudiants. Un poste de police. Mais il y a un service de sécurité. Bon, un service de sécurité. Le service de sécurité, il n'est pas habilité à faire des sanctions. Et souvent, c'est des gens qui ne sont pas formés à la tâche. Ils ne sont pas formés pour le maintien de l'ordre, de la sécurité publique et tout ça. Et ils ne peuvent pas donner des sanctions aux étudiants. Et je demande un poste de police qui est actif et qui a aussi une certaine autorité sur les étudiants. Parce qu'on a souvent l'habitude de le dire,
ku amul bac mënoo dugg université. Et je pense que le ministre de l'Intérieur, on ne doit pas avoir juste des checkpoints en dehors de l'université et qui n'attendent que des assos, c'est-à-dire des grèves pour des revendications de bourse. Mais il y a les franchises universitaires, comme on les appelle. Oui, il y a des franchises universitaires, mais une loi aussi doit être encadrée. Et l'encadrement, c'est de mettre un poste de police qui ne sera pas là-bas pour réprimer des étudiants qui font la grève, mais pour maintenir l'ordre au sein des campus universitaires. Cette violence, ce n'est pas seulement à l'UCAD, elle est aussi commune à d'autres universités du Sénégal. Est-ce qu'on a atteint, selon vous, un point de non-retour? Bon, un point de non-retour, je dirais non. Il n'y a jamais de point de non-retour. Il suffit juste d'avoir la volonté d'éradiquer ce fléau en mettant, comme je viens de le dire, une sécurité en permanence au sein des universités. Parce que parfois, on a l'habitude à faire un lien d'interconnexion entre l'université et la violence. Alors que ceci ne doit pas avoir lieu. L'université est un lieu où des apprenants apprennent quelque chose, mais ne doit pas être un lieu de révolte ou de rébellion. Mais est-ce que l'université ne serait pas devenue une arène politique où s'opposent des syndicalistes, des politiques, oui, et des mouvements associatifs? Je pense que ça l'est déjà. Parce que chaque parti a ses représentants à l'université Cheikh Anta, que ce soit Cheikh Anta Diop ou bien à l'IGB. Il y a le MEL, le mouvement des élèves étudiants libéraux. Il y a aussi des partisans de Ousmane Sonko qui se sont démontrés il n'y a pas longtemps. Mais ce n'est pas normal, ça. Bon, ce n'est pas normal, surtout dans ce contexte marqué par la pandémie. Oui, d'autant qu'après la visite d'Ousmane Sonko, il y a à peu près 2 semaines à l'UCAD, au lendemain, on a remarqué une certaine violence qui a éclaté entre deux camps opposés, les étudiants partisans d'Ousmane Sonko et ceux républicains qui sont du côté du pouvoir. Bon, c'est ça. Bon, en fait, on ne peut pas sortir la politique au sein de l'université Cheikh Anta Diop, d'autant plus qu'il y a la faculté des sciences juridiques et politiques, même si ce n'est pas Mais la c'est différent. j'en viens là, même si ce n'est pas la même politique qu'on apprend là-bas. Mais je pense que l'université peut être un think tank pour les futurs dirigeants du pays. Alors, on ne peut pas interdire la politique au sein de l'université. Encore plus, on peut apprendre à l'université des idéologies politiques. Mais je dis politique, mais pas comme on le fait actuellement. Alors, on peut faire de la politique à l'université, mais avec la manière, pas la politique opportuniste, pas la politique politicienne, parce que ce qu'on voit là, c'est des amicaux qui sont souvent transformés en partis politiques. Alors, peut-être la solution, selon vous, vous venez de le souligner, serait que l'arrivée des hommes politiques au sein de l'université, que ce soit de Dakar ou dans les autres universités du Sénégal, ne sème pas la zizanie entre deux partis, mais plutôt pose un débat d'idées où chacun défendrait sa position sans avoir recours à des invectives. Oui, effectivement. Je pense que les politiques, ils peuvent fréquenter l'université, que ce soit Cheikh Anta Diop ou l'université Gaston Berger, mais cette fréquentation doit être limitée. Non seulement, mais ne doit pas battre campagne au sein de l'université. Parce que c'est ce qui amène les violences et tout ça. Mais pas que. Même dans les mouvements syndicaux, on remarque cette même violence-là entre les étudiants. Oui, bon, même cette même violence, si vous fouillez jusqu'au fond, c'est dû à la politique. Parce que même dans les mouvements amicaux, c'est souvent des partis politiques qui sont derrière, qui financent les étudiants. Et une fois qu'ils sont élus, bon, ils feront leurs affaires, naturellement. Ah bon? Alors, Mohamed, selon vous, qu'est-ce qu'il faut réellement faire? C'est quoi la solution? Bon, la solution, c'est que l'État doit prendre ses responsabilités. C'est-à-dire, cette histoire de franchise universitaire, ça existe et c'est une loi. Mais il doit avoir toujours des pare-feux pour les lois. C'est-à-dire, une loi doit être encadrée. On peut mettre une police universitaire qui ne sera pas là pour réprimer des étudiants qui réclament leur bourse, mais une police qui maintient l'ordre au sein des universités. Parce que le Koudou, ils n'ont pas des policiers, qu'on le rappelle, ils ont des agents de sécurité
Un agent de sécurité, il n'a pas le droit d'emprisonner, il n'a pas le droit de faire certaines choses sur les étudiants et ils n'ont pas aussi certains pouvoirs. Est-ce que toute cette violence pourrait impacter sur les performances de l'UCAD? Bon, peut-être oui, peut-être non, parce que ceux qui sont venus là-bas pour étudier, ils le feront. Ceux qui sont venus là-bas pour autre chose aussi, ils vont le faire, mais dans l'ensemble, une université qu'on colle l'étiquette d'une université violente, ça peut te poursuivre sur le plan international. Et est-ce qu'il ne s'agirait pas quelque part d'un reflet de notre société, une sorte de société tourmentée par plusieurs formes de violence? Oui, parce que ceux qui sont dans les maisons qui partent à l'université, que ce soit Cheikh Anta Diop, UGB ou Assane Seck, mais aussi parfois moi-même je me demande si les étudiants de l'UCAD en particulier ne sont pas Mais là, il ne infiltrés. s'agit plus des étudiants. Bon, si, mais parfois on a l'impression que ces étudiants qui sont à l'UCAD sont infiltrés par des délinquants. Tellement que les scènes de violence sont indescriptibles. Oui, mais là, on ne parle pas d'université. Mais ce phénomène de violence-là que l'on a noté à l'université, est-ce que quelque part, ce phénomène ne reflète pas notre société sénégalaise actuellement tourmentée par plusieurs formes de violence? Bon, on peut dire oui, mais moi, comme le pensent beaucoup, pour moi, les Sénégalais ne sont pas violents. Parce qu'à côté, tout ce qui a fait basculer d'autres pays de la sous-région, tous ces facteurs qui ont fait basculer ces pays se sont présentés au Sénégal. Et pourtant, bon, les gens ont eu l'intelligence ou le tact de garder leur sang-froid. Parce qu'il y a beaucoup d'événements qui pouvaient virer à des scènes de violence, mais malheureusement, heureusement, je dirais, les Sénégalais ont eu le tact de ne pas suivre leurs instincts animaux. Merci beaucoup, Mohamed Rassoul Gueye, journaliste à Sénégal. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Anushka. La suite de la totale. Le Sénégal est un grand importateur de produits laitiers. La facture s'élèverait à 60 milliards de francs CFA par an. Les éleveurs pensent que la tendance peut être renversée. Il suffira alors à l'État de renforcer les capacités de production, mais surtout d'organiser le secteur en interprofession. Awa Diop et Barasso nous en disent plus. La filière lait local est aux prises avec de nombreuses difficultés internes qui limitent fortement son développement, une situation qui se détériore d'année en année, selon le président national de la Maison des éleveurs du Sénégal. C'est une filière vraiment qui ne porte pas bien, et aussi avec beaucoup de difficultés que nous vivons en tant qu'éleveurs, mais ce n'est pas facile de redresser la situation filière lait locale au Sénégal parce que le point de vue est différent et aussi les gens n'écoutent pas les éleveurs comme il faut. Les importations de lait et de produits laitiers exercent une concurrence sur le lait et les produits laitiers locaux au niveau à la fois de la transformation et de la consommation. Un soutien à la filière lait locale implique d'abord la prise en compte du point de vue des éleveurs, combiné à des actions de politique visant à les accompagner dans la sécurisation de l'aliment du bétail. Dans notre pays, on ne peut pas dire qu'on va faire comme les Européens. Nous ne sommes pas des mêmes réalités. Bon, donc les éleveurs, on les aide pour régler les problèmes alimentation, problèmes santé, mais aussi on les forme. Deuxièmement, aussi responsabiliser les organisations éleveurs. Parce que aussi on ne peut pas dire qu'on trouve un animal qui nous donne 20 à 30 litres par jour, mais avec augmentation un peu de production, comme une vache qui nous donne 10 à 12 litres par jour. Ça nous permettra vraiment d'aller petit à petit. Parce que chez nous, le problème est qu'il n'y a pas de bonne alimentation pour les animaux. Bon, parce que nous, on dépend aussi des pluviométries, mais notre hivernage parfois arrive tardivement.
Et pourtant, des pistes de solutions, il n'en manque pas depuis des décennies. Pour les acteurs du secteur, le principal blocage dans le développement de la filière lait locale est la non prise en compte des besoins spécifiques des acteurs du secteur, le manque de formation pour arriver à augmenter de manière progressive la production. Les éleveurs, c'est des professionnels qui vivent avec leurs animaux, qui vivent par leurs animaux. Donc il faut les écouter comme il faut. Parce que comme je dis qu'on peut augmenter la production laitière progressivement, mais pas massivement. Avec le président Abdoulaye Wade, il a fait beaucoup de moyens pour faire réussir l'insémination artificielle. Mais ce qu'il dépense, quand on a évalué avec Madame le ministre Aminata Mbengue Ndiaye, on trouve quand même s'il a mis 100 francs, il n'obtient pas même 10 francs. Donc ça, c'est des problèmes. Mais avec les gens qui parlent de grands intellectuels, qui théorisent les choses, vraiment, on ne peut pas régler l'affaire comme ça. Néanmoins, le président du Conseil national de la Maison des éleveurs du Sénégal donne quelques pistes de solutions. Pour moi, sélectionner dans les races que nous avons les meilleurs produits de nos races locales. Parce que c'est des races vraiment qui peuvent vivre dans notre pays, qui peuvent faire des déplacements, qui ne coûtent pas beaucoup de frais. De deux, aussi former les éleveurs, aider les organisations. Troisièmement, les écouter. Régler aussi le problème alimentation de bétail. L'alimentation de bétail aussi, on ne peut pas dire culture fourragère, on peut dire sécurité alimentaire de bétail. Si on règle le problème sécurité alimentaire, on règle le problème santé, on aide les organisations éleveurs, parce que c'est notre base de communication, c'est les organisations qui peuvent servir la communication de ce que nous voulons faire, le programme que nous voulons faire. L'appui au développement de la filière locale demeure une nécessité pour permettre une meilleure couverture des besoins locaux et une amélioration des revenus des acteurs de la filière. Un appui qui devrait surtout porter à la fois sur la production laitière et compte tenu des enjeux de développement socio-économique des zones pastorales et agro-pastorales, il importe que le soutien vise prioritairement les acteurs du secteur. Merci à Wadiop qui a donc signé ce reportage. Alors, le monde entier consomme le lait, un produit universel donc d'origine animale de très grande valeur nutritive du fait de sa richesse en protéines, en calcium et autres vitamines. Comme denrée alimentaire, le lait a subi au fil des siècles des transformations. Oui, Mamadou Ndiaye, bonsoir. Oui, bonsoir Adama. Et vous recevez ce soir le docteur Elhadj Daour Dramé. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vétérinaire à Diamniadio, rapporteur général du comité ad hoc pour la création de l'interprofessionnel de la filière laitière du Sénégal. Et vous êtes également le président du Collège national des producteurs laitiers du Sénégal. Et c'est à vous. Oui, tout est dit dans ce parcours de docteur Daour Dramé. Oui. Une question simple, mais probablement qui a une résonance chez vous. Consommons-nous au Sénégal du lait de qualité ? Je vais dire qu'au Sénégal, nous consommons du lait de qualité. Parce que l'État est là pour faire le contrôle de qualité des denrées alimentaires, que ce soit d'origine végétale, animale, pour assurer vraiment les produits mis à la disposition des consommateurs. Alors, au Sénégal, nous consommons du lait produit localement et du lait importé. Mais il faut dire que par rapport à la qualité, tout lait qui est mis sur le marché subit un contrôle de qualité de la part des services qui ont la charge de cela. Le lait qui est produit localement, oui. Est-ce qu'il répond aux exigences d'hygiène ? Bien sûr, bien sûr. Le lait qui est produit localement est produit à 80% dans le système extensif, donc les vaches qui sont élevées en système extensif. Alors, dans ce type d'élevage, la traite se fait par la main, manuellement,
Il est vrai qu'à ce niveau, il y a beaucoup d'efforts à faire par rapport à l'hygiène de la traite, l'hygiène même du transport du lait, mais il n'en demeure pas moins que ce lait, à la consommation, au finish, les gens, ils prennent des dispositions par le traitement à la chaleur, par certains procédés de traitement pour avoir du lait de qualité à la consommation. Maintenant, par rapport au lait importé, les services qui sont chargés de faire les contrôles, ils les font pour qu'on puisse avoir au niveau du Sénégal du lait de qualité. Ouais. En fait, si je pose les deux questions basiques, c'est pour simplement savoir si les conditions sont réunies pour une bonne conservation donc, du lait sur toute sa chaîne de valeur. Bon, par rapport à la conservation du lait au Sénégal, moi je vais mettre le focus sur le lait produit localement. Le lait produit localement au Sénégal est produit, comme je vous ai dit, par les vaches du milieu extensif. Alors, la plus grande partie du lait est autoconsommée. Alors, la partie qui est mise sur le marché aussi reçoit quelque part à partir des collecteurs jusqu'aux transformateurs, un certain nombre de traitements, le traitement thermique qui permet d'améliorer la qualité du lait. Mais il faut dire que les conditions d'hygiène de traite restent à améliorer au Sénégal. Lors de la traite, il faudra qu'on forme les éleveurs, ceux qui font la traite, par rapport à l'hygiène de la traite. Au niveau du transport, les ustensiles, les gamelles, les matériels utilisés pour le transport aussi doivent faire l'objet vraiment d'un certain nombre d'hygiène. Alors, maintenant, le lait est un produit qui se transforme très vite. Du lait cru au lait caillé, il suffit qu'on ait 24 heures pour que ça se transforme. Alors, qu'est-ce qu'il faudra pour éviter que ce lait-là se transforme vite, surtout les surplus de lait qui ne sont pas autoconsommés? Il faudrait mettre en place du matériel de conservation du lait. Et ça, connaissant les problèmes d'énergie en milieu rural, des problèmes aussi de pistes, ça pose des problèmes quelquefois. Mais des efforts sont en train d'être faits pour installer des unités de transformation, des unités de collecte de lait en milieu rural pour permettre la valorisation de ce lait qui est produit localement. Voilà. Alors, quelles sont les régions du Sénégal qui produisent le plus de lait et quel est leur apport face à la demande nationale? Alors, la demande nationale en lait au Sénégal est estimée autour de 450 millions de litres de lait. À l'année? Dans l'année. Le Sénégal, la production locale couvre la moitié, les 225 millions à 250 millions de litres de lait. Cette partie produite localement est produite à 50% dans des régions comme Louga, Tambacounda, Kédougou, vers Ziguinchor, Sédhiou, en remontant vers le bassin arachidier. Dans les zones périurbaines de Dakar et Thiès, il y a eu ces dernières années l'installation de fermes intensives qui ont aussi un apport très significatif dans cette production-là. Donc on va dire que les 50% de la production laitière locale est faite dans les régions de la zone sylvopastorale, Sénégal oriental et la Casamance. Et il y a une influence saisonnière aussi dans cette production. Pendant l'hivernage, il y a beaucoup de lait. Par contre, pendant la saison sèche, du fait de la rareté des pâturages, la production baisse aussi. On apprend avec un peu de tristesse aussi que certaines productions de lait n'ayant pas débouché finissent par être déversées justement faute de moyens de les déplacer d'un endroit à un autre. Ça n'est pas valorisant justement pour une filière qui cherche effectivement à bien se consolider. Oui, moi je ne dirais pas faute de débouché parce que le marché existe. Oui. La production locale ne permet de couvrir que la moitié des besoins du Sénégal. Donc il y a le marché local est là. Cette partie, la partie du lait, la quantité de lait pendant l'hivernage qui ne parvient pas à arriver au niveau du marché est liée simplement à un problème logistique. Un problème logistique de conditionnement, de transport, de conservation. Oui. Parce que pendant l'hivernage, il y a dans les zones comme Tambacounda, la zone de Louga, beaucoup de lait qui est produit, mais c'est produit dans des zones où l'accès est très difficile pour aller chercher ce lait-là. Et à ce niveau, souvent, il n'y a pas aussi d'énergie, d'électricité.
qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est d'installer soit des unités de collecte, avec, même en utilisant l'énergie solaire. Il y a des tanks solaires qui peuvent marcher avec l'énergie solaire pour permettre la conservation de ce lait. On peut mettre des unités de transformation pour augmenter, traiter ce lait à la température, pasteuriser jusqu'à 85 degrés, 80-85 degrés. Ça permet de conserver ce lait pendant 7 jours et de pouvoir les sortir de ces lieux pour les amener dans les marchés. Donc je pense qu'il n'y a pas un problème de débouché au Sénégal, c'est un problème logistique qu'il va falloir régler pour vraiment permettre à ce lait qui est perdu d'être mis sur le marché et puis de permettre à ces éleveurs de bénéficier de ressources financières. Alors ce lait, il vient donc du monde rural? Oui, ce lait qui est il ne peut pas accéder donc au centre urbain? Oui, c'est tout le problème. Et maintenant, les centres urbains, eux, se ravitaillent en lait en poudre venant de l'extérieur. Voilà, mais en fait, le problème de nos pays, au sud du Sahara, de l'Afrique de l'Ouest, est vraiment cette concurrence que subit le lait local, que le lait importé, il impacte très négativement sur la compétitivité de notre lait. Parce que quand on regarde les prix, le lait en poudre est importé. Pratiquement toutes les importations de lait, si on regarde, c'est 84% à base de lait en poudre. Les produits finis, c'est peut-être 15%, 16%. Donc, ce n'est pas là le problème. D'accord? Donc, c'est le lait en poudre qui est importé massivement pour couvrir le gap que la production locale ne parvient pas à. Et ce lait en poudre arrive à un prix très, très faible par rapport au lait produit localement. Peut-être bon parler quota laitier en Europe. Ah oui, parce que en fait déjà, l'Europe subventionne le lait. Tout à fait. L'Union européenne subventionne la production laitière. Le coût de production d'un litre de lait est pratiquement égal au prix de vente du litre de lait à la laiterie. Alors l'éleveur là-bas, le producteur, il va vivre de la subvention. Il va se maintenir à partir de la subvention. Et le surplus productif maintenant, il est versé dans les pays comme le Sénégal, même avec la période de Covid dans laquelle nous sommes, il y a même des subventions sur le stockage. Parce qu'avec la perturbation des transports et tout, l'impact c'est que beaucoup de lait va être stocké et ces stockages-là vont être subventionnés au niveau de européen. Alors maintenant, le constat, et après, livré dans les pays africains, ce qui n'arrange pas le développement de la filière locale, laitière locale. Vous avez failli dire l'éclosion, c'est en fait ça le mot. C'est pas l'éclosion. On a une filière laitière qui est là, mais qui peine à se développer. L'un des facteurs les plus importants qui pèse sur le développement de la filière laitière, c'est sa non-compétitivité face au lait importé. Alors, est-ce que ces importations massives ne risquent pas de tuer donc la production locale? Si rien n'est fait, c'est sûr que quand on produit du lait, on n'est pas compétitif, on perd de l'argent, les velléités d'investissement vont être annihilées. Les promoteurs qui veulent investir, ils vont reculer. Mais je pense que on n'est pas à ce moment, l'heure n'est pas au découragement des producteurs. Il y a les débouchés sont là. Parce que d'ici 2030-2050, la consommation va augmenter de 50%. Donc, les éleveurs qui sont là aussi sont en train d'être très conscients, sont en train aussi de se former, parce qu'il y a beaucoup de formation qui est en train d'être faite, aussi bien au niveau des producteurs qu'au niveau des transformateurs, pour qu'ils puissent essayer de faire des produits compétitifs pour aller vraiment dans ce marché-là et trouver leur part dans ce marché du lait. Alors, il est reproché aux hommes acteurs donc, dans la filière lait de revendiquer une modernisation donc, du secteur. Et tout le monde dit que, puisque les hommes revendiquent la modernisation, c'est sans doute pour couper un peu l'herbe sous les pieds des femmes qui, elles, gèrent donc l'économie du lait de façon traditionnelle. Est-ce que ça n'est pas une façon de dire « ôtez-vous que nous nous y mettions » Non, modernisation du lait, parce qu'en fait dans la filière, c'est une chaîne, il y a le maillon producteur, le maillon des collecteurs, le maillon des transformateurs et le maillon des distributeurs. Les femmes, on les retrouve plus dans le maillon des transformateurs. Je pense que la modernisation, cette question de genre intervient bien parce que je sais que dans la transformation, la distribution, les femmes jouent un grand rôle. Tout à fait, mais dans la production, les hommes
ont le rôle, ils sont en train de faire le rôle là-dedans. Et tout est lié, c'est une chaîne. Il faut produire pour que le lait puisse être transformé et collecté, transformé et être vendu. C'est vrai que dans le lait, les femmes, l'apport des femmes, vraiment, est très, très, très significatif. Et culturellement d'ailleurs. Parce que quand on a une exploitation dans un élevage, l'homme va s'occuper d'amener les animaux au pâturage. Quand il revient, la femme va faire la traite et la vente du lait. Donc culturellement, c'est cela que nous connaissons. Mais dans la modernisation, on va arriver à ce que l'élevage devienne un métier. Et ce métier-là doit être partagé entre les hommes et les femmes. Les femmes ne vont pas être en arrière, mais c'est un métier qui est en train de se développer parce que les fermes intensives, semi-intensives sont en train de se développer au Sénégal. C'est pour ça que moi j'ai bon espoir que le Sénégal, on va être, autosuffisant, pas très tôt, pas dans peut-être une dizaine d'années, parce qu'il y a beaucoup de travail à faire. Le retard est très très important, mais on est obligé de travailler pour résorber le gap. Il faut résorber le gap parce que sinon, aujourd'hui, avec cette pandémie qui arrive, on voit bien que les pays, chacun va s'occuper de soi-même d'abord. Non seulement sur le plan alimentaire, sur le plan pharmaceutique, et j'en passe. Donc, la souveraineté alimentaire, il faudrait que nos pays, nous pensons à nous l'assurer. Et ça, ce sera à travers l'agriculture et l'élevage. Tout à fait. Oui. Voilà. Adam, donc, docteur Dramé nous a fait montre un peu de sa facette d'homme très passionné justement sur la question et la problématique du lait. Mais nous y reviendrons prochainement. D'accord. Docteur, merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci, M. Ndiaye. Il est venu de Diamniadio. Oui, merci beaucoup. Merci madame. vous, messieurs. On enchaîne tout de suite avec Bouillon Culture. La culture de la non-violence et de la paix, comment l'enseigner aux enfants dans les familles, à l'école. Les plus jeunes doivent être préparés à ces concepts justement afin de leur permettre de mieux appréhender l'avenir. La parole aux parents dans ce reportage Bouillon Culture signé Youssouf Konté Moussafal. Violence. Que de la violence dans la société sénégalaise. C'est le constat de beaucoup de compatriotes. Franchement, là, je ne saurais quoi dire parce que, comme je vous ai dit, démocratie ne veut pas dire casser. Parce que là, c'est horrible, franchement, ce que j'ai vu aujourd'hui. Parce que j'ai à côté, pas loin d'ici. Et j'ai vu qu'ils brûlaient des pneus, qu'ils cassaient des briques. Et au champ aussi. Et je ne vois pas le pourquoi. Ils peuvent manifester sans pour autant casser. Jamono bi ñu tollu tembe violence beeg jëflante bu ñaaw beeg. L'on a constaté ces dernières années qu'il y a trop de violence au Sénégal. Maintenant, on entend dans la presse que des choses horribles, des jeunes s'entretuent, des affrontements. C'est pourquoi nous sommes tous interpellés, surtout nous les éducateurs. Les causes de cette violence sont multiples. Et parmi ces causes, nous pouvons mentionner cet effritement de valeurs, c'est-à-dire que les valeurs liées à l'amour de son prochain, à l'hospitalité, à l'ouverture, et à la résistance, à l'endurance, à la patience. Ces valeurs-là deviennent de plus en plus rares dans notre quotidien. Et la rareté de ces valeurs-là auront forcément un impact. Et un de ces impacts est là visible devant tout le monde. École Saint-Pierre de Grand Dakar. Parce qu'on voit ces temps-ci dans le monde, il y a beaucoup de conflits, hein, beaucoup de violence, beaucoup de guerre. Et qu'est-ce qui amène ça? Qu'est-ce qui donne ça? Oui, la méchanceté, d'accord. Comme par pur hasard, au primaire comme au secondaire, le même cours sur la paix est enseigné dans cet établissement. Selon vous, c'est quoi la violence? La non-violence, un des aspects qui tient à cœur ces soldats du savoir. Ils n'hésitent pas à citer des penseurs pour enseigner la paix aux potaches. Gandhi, il a dit le jour où le pouvoir de l'amour dépassera l'amour du pouvoir, le monde connaîtra la paix. Nous éduquons bien à la paix ici. Et il y a des matières qui particulièrement prennent cela en charge. Dans les enseignements formels,
il y a l'éducation civique qu'on a l'habitude d'enseigner. Nous avons nous-mêmes bénéficié de cet enseignement quand nous étions élèves. Et aujourd'hui, nous pensons que ce cours, il prend en charge l'éducation au civisme, l'éducation au respect d'autrui, l'éducation civique de manière générale, l'éducation à la paix. Alors. Après Grand Dakar, cap sur Ouakam. À Cité Assemblée, une école coranique dénommée Ibrahima Badiane. Ici aussi, le maître coranique inculque des valeurs à ses apprenants. Nous ne faisons pas qu'enseigner, on éduque aussi ses enfants, surtout à la paix, au bon comportement dans la société. Généralement, les jeudis et vendredis, on ne fait pas cours, mais on en profite pour justement inculquer des valeurs morales aux talibés, car nous sommes conscients que la violence doit être bannie dans la société. En revanche, c'est dans la famille que l'éducation des enfants rencontre quelques problèmes. Parce qu'il y en a ceux qui n'ont même pas le temps de donner l'éducation à l'enfant. Je pense que se réveiller, aller travailler, laisser l'enfant à la maison avec la bonne, c'est une solution, mais non. Dès ton retour à la maison, il faut t'occuper de ton enfant, de l'enseigner, de lui montrer les bonnes manières de faire. Ce sociologue spécialisé dans l'éducation invite les parents à transmettre les valeurs intrinsèques de notre société à leurs enfants. Il faut que les parents s'investissent davantage. Il faut que la transmission des valeurs traditionnelles soit assurée pour donner au moins chance à l'enfant de vivre dans un climat paisible, en donnant sens non seulement à sa vie, mais en respectant également ou bien en donnant sens à la vie de ses prochains, en respectant leur choix, leur appartenance, ainsi de suite. N'est-ce pas? Donner l'amour aux autres. Quand bien même l'école française et l'école coranique font des efforts pour enseigner la paix aux apprenants, la violence ne cesse de prendre de l'ampleur dans la société, dans le milieu scolaire et même dans le milieu universitaire. En attestent ces armes blanches saisies à l'UCAD récemment. Youssouf Kanté est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Youssouf. Bonsoir Adama. Vous l'avez dit dans le reportage, à l'école française comme à l'école coranique, la transmission des valeurs morales et de rigueur. Cependant, quelques difficultés sont quand même à noter au sein des familles, premier environnement affectif de l'enfant. Et la raison principale, Adama, c'est qu'aujourd'hui les parents n'ont pas assez de temps pour rester avec leurs enfants dans la maison. Du coup, ils sont à la recherche du boulot, ils sont dans leur lieu de travail. Ils n'ont pas justement le temps pour éduquer les enfants à la maison, de communiquer avec eux, surtout en ce qui concerne la non-violence. Il y en a quand même d'autres qui essayent tant bien que mal, mais il faut dire qu'eux, ils sont un peu, je ne vais pas dire méchants, mais un peu sévères parce qu'ils tapent, ils tabassent l'enfant et ça, c'est pas bon parce que quand l'enfant est habitué à être tabassé, finalement, il devient lui-même violent parce que quand on lui parle, il ne va pas comprendre. C'est pourquoi il y en a certains enfants qui sont violents. Il y en a d'autres, Adama, qui s'en lavent complètement les mains, qui ne parlent pas avec leurs enfants, qui ne restent pas tout le temps avec leurs enfants. Et donc les enfants... Il n'y a pas une certaine complicité. Il n'y a pas une complicité avec ces enfants-là. Ils sont dans la rue et malheureusement, ils épousent les comportements de la rue. Et ce n'est pas sans conséquence. Oui, justement, par rapport à ces conséquences, à quel niveau peut-on les situer ? Oui, les conséquences sont nombreuses aujourd'hui, Adama. Quand vous voyez aujourd'hui des jeunes qui sont mécontents, automatiquement, ils se retrouvent dans la rue, ils bloquent la circulation. Et malheureusement, cette circulation qu'ils ont bloquée, par exemple, il y a des Sénégalais qui sont dans des véhicules, qui veulent se rendre à leur lieu de travail, qui sont souffrants, qui veulent se rendre à l'hôpital. Et malheureusement, vous voyez, ils continuent encore à souffrir parce qu'ils ne peuvent pas accéder justement là où ils veulent y aller. Et ce n'est pas bon. Et donc, vous voyez, c'est cette violence-là qui existe en ces enfants-là qui ont causé justement ces souffrances davantage dans la société. Et ce que nous avons aussi constaté dans la société, Adama, c'est qu'aujourd'hui, il y a autant de batailles rangées au niveau des jeunes. Et malheureusement, la presse en parle très souvent.
J'ai le cœur meurtri en le disant, mais il n'y a pas longtemps, on l'a noté, à Vélingara même, des jeunes qui se bataillaient, disons, qui se sont battus, et ça s'est terminé très très mal. C'est désolant, mais il faut dire que c'est cette éducation à la non-violence qui a causé à cette triste réalité. Donc ce que nous voulons dire, c'est qu'aujourd'hui, la famille, excusez-moi, qui est la première, qui doit être la première à éduquer l'enfant, il y en a beaucoup quand même qui ont démissionné de cette éducation-là. Et donc il faudrait que cette famille-là se ressaisisse pour éduquer ses enfants, surtout à la non-violence, donc à la paix. Merci beaucoup Youssouf Konté pour toutes ces précisions. On se retrouve dans une semaine pour un autre sujet, Bouillon Culture. La campagne de vaccination contre le coronavirus a démarré dans presque toutes les régions du Sénégal. Kaolack a reçu au total 6 956 doses du vaccin chinois Sinopharm. Les autorités administratives, coutumières et religieuses se sont engagées dans la sensibilisation afin d'amener les populations locales à adhérer massivement au vaccin. Correspondance Adama Sarr et Astumbaïa. La région de Kaolack a bien démarré sa campagne de vaccination contre la pandémie de Covid-19. En première ligne, le gouverneur Alioune Badara Meng qui appelle les populations à se faire vacciner. Le Sénégal, à l'instar des autres pays du monde entier, est durement éprouvé par cette pandémie à la Covid-19. Vous avez remarqué également que nos plus hautes autorités n'ont pas manqué vraiment d'accompagner les populations en vue de faire face à cette pandémie. Les communicateurs traditionnels de la région ne sont pas en reste. Iba Galosek et ses camarades sont au cœur du dispositif de sensibilisation. Les communicateurs, les griots, à l'époque traditionnelle, à chaque fois qu'il y avait des événements douloureux, des événements chauds, le communicateur, le griot était là devant pour affronter et servir de balise par rapport à la population. Donc, nous n'allons pas être de reste. Le médecin-chef de région m'a bien notifié que nous sommes cibles et nous serons vaccinés. Si ce n'est pas cet après-midi, ce sera demain. Cette même détermination est constatée du côté des religieux. Vivre avec la pandémie pendant 1 an maintenant. Nous avons fait tout avec les mesures barrières, les prières. Mais actuellement, nous sommes en phase de vaccination. Le président de la République a fait des efforts pour acheter un lot de vaccins pour la population sénégalaise. Nous avons reçu notre part ici à Kaolack. Le gouverneur a lancé la campagne de vaccination. Donc, moi, j'appelle à les nécessités de se faire vacciner. A signaler que parmi les personnes cibles figurent les personnes âgées de plus de 60 ans. À Kaolack, elles sont au nombre de 51 associations. Elles ont démarré leur vaccination. C'est un nouvel exemple de dérapage dans les réseaux sociaux à cause d'un message audio qui a fuité. Hassan Diouf, Guy Marussani et Clédor Sène ont été arrêtés. Et c'est l'histoire de ce dernier, justement, qui est passé en revue dans Tranche de vie. Clédor Sène a été condamné des années durant pour implication dans l'assassinat de Maître Babacar Sèye. L'ancien vice-président du Conseil constitutionnel, Oumar Khan, a fouillé dans son passé. Regardez. L'audio en question, le voici. C'est Clédor Sène qui parle. Wow, mais my boy, comment vas-tu? Mardi, mais nous, on est maintenant dans le temps de l'action, parce que je crois qu'on a assez communiqué malheureusement pour toi. Nous sommes organisés au niveau de la base, parce que nous sommes affaire. Donc, probablement mardi, on s'achemine vers la levée et l'arrestation de Sonko. Ceux qui connaissent Clédor Sène ont certainement pensé au pire en écoutant cet audio. Nous travaillons sur l'affaire, a-t-il dit. Quelle affaire? Que planifiaient Clédor Sène et ses camarades? Parce que des affaires, Clédor Sène et ses camarades en ont planifié et exécuté par le passé.
Des années de vache maigre du SOPI d'Abdoulaye Wade, alors dans l'opposition face au régime du président Abdou Diouf, au mortal combat d'Ousmane Sonko aujourd'hui contre le régime du président Macky Sall, en passant par l'assassinat de Maître Babacar Sèye, Amadou Clédor Sène est au début, à la fin et parfois au cœur de nombre d'actions radicales, voire violentes, contre les régimes auxquels il s'oppose. Nous sommes vers la fin des années 80, 1988 plus précisément. Une année électorale, Amadou Clédor Sène et ses compagnons de lutte brûlaient, incendiaient et saccageaient tout sur leur passage et n'hésitaient pas à faire sauter des voitures à l'explosif. Une véritable guérilla urbaine qui atteindra des proportions inattendues après la proclamation des résultats, donnant vainqueur le candidat du PS, Abdou Diouf, face à son challenger du PDS, Maître Abdoulaye Wade. Derrière cette intifada, Clédor Sène et sa bande qui a initié une série de manifestations. Des manifestations qui ont conduit au saccage et pillage d'édifices publics, de cabines téléphoniques, de commerces, d'abribus, de bus Sotrac, de voitures de l'administration, de domiciles de dignitaires du régime socialiste, et j'en passe. Clédor Sène séjournera en prison pour l'affaire des voitures piégées. Il fera parler de lui quelques années plus tard, en 1993. Dans l'après-midi du 15 mai 1993, sur la corniche de Dakar, des tireurs avaient ouvert le feu sur la voiture du vice-président du Conseil constitutionnel, Maître Babacar Sèye. Le magistrat mourra avant d'arriver à l'hôpital. Après une série d'arrestations dans les rangs du PDS, Clédor Sène, Hassan Diop et Pape Ibrahima Diakhaté seront condamnés pour assassinat et complicité d'assassinat. 20 ans pour le premier nommé et 18 ans pour les deux autres. Ils seront tous libérés bénéficiant d'une amnistie après l'arrivée de Maître Abdoulaye Wade au pouvoir, la loi Ezzan. Après un long silence, Clédor Sène revient au devant de la scène avec la complicité de certains médias où il est invité à donner des conseils de gouvernance et de probité morale. Sa condamnation toute récente en 2017 pour abus de confiance n'y fera rien. Mais les faits sont têtus. Alors, bonne semaine. Pour beaucoup, une nouvelle semaine est synonyme de stress ou encore d'angoisse. Si vous faites partie de cela, Nancy Diouf a quelques conseils pour vous. Bonsoir Nancy. Bonsoir Anouchka et bonsoir aussi à vous chers téléspectateurs. Le week-end tire à sa fin et une nouvelle semaine, nous y serons dans quelques heures. Alors, il faut être motivé et avoir du courage pour pouvoir affronter les jours qui s'imposent. Cela dit, pour ce dimanche, nous avons comme invité Richard Ndeki, qui est chef d'entreprise. Pour lui, l'entrepreneuriat ne se limite pas seulement à la création d'emplois. Savoir motiver son équipe aussi est important. Regardez. Bon, je vais parler selon l'actualité, d'autant plus que nous sommes dans le temps de carême. Alors, il ne faut pas trop faire d'efforts parce qu'en tant que responsable d'entreprise, moi, je facilite plutôt à mes employés le travail. C'est-à-dire que tout ce qu'ils peuvent faire en 3 heures de temps, qu'ils le fassent en 1 heure et demie. C'est-à-dire, arriver à un stade, il faut condenser le travail et le faire une bonne fois pour toutes. Et après, les heures supplémentaires qui restent, c'est-à-dire les 1h30 qui restent, de les prendre pour soi. Et ça te permettra d'avoir un soulagement, ça te permettra de préparer la journée qui vient, ça te permettra de ne pas trop être surchargé par rapport au travail. Et donc, le conseil que je donne à mes employés, c'est de leur dire de condenser le travail, de le faire une bonne fois pour toutes. Ce qu'ils peuvent faire en 3 heures de temps, de le faire en 1h30 ou 1 heure de temps. Éviter au maximum le stress et tout faire dans la bonne humeur. Ces deux choses réunies, il est impossible de ne pas passer une bonne semaine, si on en croit notre jeune PDG. Pour pouvoir passer une bonne semaine, de n'accepter moins de stress et de vivre une vie joviale,
positive et de pouvoir vraiment impacter dans le travail. Parce que si on n'est pas positif, si on n'est pas jovial, si on ne dégage pas une joie, une pêche pour entamer le travail, sincèrement, il n'y aura pas une bonne semaine. Maintenant, le conseil que je peux leur donner, c'est ça, c'est d'être le plus positif possible et de ne pas accepter d'être surmené par le travail et vraiment de le faire d'une manière très professionnelle et d'avoir une semaine assez allégée pour aller dans un bon week-end. Est-ce qu'il faudrait se lever tôt pour justement démarrer une bonne semaine? Effectivement, la bonne habitude à prendre consiste à se lever tôt, non pas pour aller travailler aux premières heures du jour, mais pour pouvoir débuter la journée par une petite promenade, un peu de sport ou bien même une bonne douche chaude compte tenu de la fraîcheur ces temps-ci. L'objectif étant de se mettre dans les dispositions physiques et mentales pour affronter sa journée de travail. Excellente semaine à tous. Merci beaucoup Nancy Diouf pour tous ces conseils. Merci également à vous d'avoir été avec nous. C'est la fin de la Totale dimanche. Sans oublier toute l'équipe de la régie. Moi, je vous retrouve demain dans le 19h45. Bonne suite des programmes sur ITV.